Bienvenue chers visiteurs. Après vous avoir parlé du Mark I dans une précédente vidéo, voici cette fois-ci le Mark IV, le plus emblématique des chars britanniques de la Première Guerre mondiale. Un engin clé d'une époque charnière qui a marqué un tournant dans l'utilisation des blindés sur le champ de bataille. Le premier déploiement des Mark I, le 15 septembre 1916, lors de la troisième offensive de la bataille de la Somme, qui est également la première opération de chars de l'histoire, ne fut pas franchement une réussite. Sur les 49 Mark I alors en France, 36 atteignirent la ligne de front et seuls 9 réussirent à percer les lignes allemandes. Le lendemain, il n'en reste que 3 opérationnels. Mais si l'utilisation des Mark I au combat a été clairement précipitée et leur bilan très mitigé, il est également vrai qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de se déplacer dans le No Man's Land sous le tir des mitrailleuses et de l'artillerie, de traverser les barbelés et les tranchées tout en détruisant les fortifications et les nids de mitrailleuses ennemies. Aucune autre arme ne pouvait faire ça. Sir Douglas Haig croyait tellement aux chars qu'il en commanda immédiatement 1000 autres. Cependant, pour les ingénieurs, il était impératif de tirer les enseignements de cette première bataille pour améliorer la conception. Pour le major Albert Gerald Stern, alors à la tête du département de fourniture des chars, le moteur et son système de transmission constituaient le plus gros problème. Le Mark I était propulsé par un moteur Daimler 6 cylindres de 105 chevaux, une puissance clairement insuffisante. Avec un rapport poids-puissance de 3,75 chevaux par tonne, il atteignait une vitesse maximale de seulement 6 km/h sur route et au mieux 3 km/h en tout terrain. En comparaison, le Schneider français, conçu à la même époque, avait un rapport poids-puissance de 5 chevaux par tonne et une vitesse sur route de 8 km/h. De plus, la conduite du Mark I était particulièrement complexe, nécessitant pas moins de 4 hommes, soit la moitié de l'équipage. Le conducteur gère la boîte de vitesse principale, le chef de char s'occupe des freins et 2 mécaniciens débrayent ou freinent les chenilles respectives. Stern se lança alors dans la conception d'un meilleur système de transmission. En attendant que ce nouveau modèle soit prêt, il obtint l'autorisation de faire construire des modèles intermédiaires afin d'approvisionner le front et surtout de maintenir les lignes de production actives, permettant de lancer rapidement la fabrication dès que les plans du nouveau char seraient finalisés. La première de ces versions, nommée Mark II, ne différait que par de très légers détails. La trappe d'accès du toit était surélevée, ligne efficace que directionnelle supprimée, et pour améliorer la prise au sol, un patin de chenille sur 6 était élargi. Le Mark III ne différait du Mark II que par un blindage plus épais et de petites modifications dans la disposition intérieure. Construits à 50 exemplaires chacun au début de 1917, ils combattirent à Arras, Messines et Ypres. Après le Mark III arriva enfin un modèle véritablement amélioré, très originalement nommé le Mark IV. Le Mark IV, malgré un aspect extrêmement proche, comporte de nombreuses améliorations par rapport au Mark I. Premièrement, la survivabilité est grandement améliorée. Après l'apparition des Mark I, les Allemands n'étaient pas restés inactifs et avaient rapidement conçu la balle inversée, capable d'abîmer le blindage des Mark I et de projeter des éclats pouvant blesser ou tuer l'équipage. Le blindage du Mark IV fut alors renforcé de 2 mm sur toute la surface du char. Par la suite, ce blindage se montra assez efficace face aux balles perforantes K, introduites en juin 1917, qui avaient une chance sur 3 de pénétrer un blindage de 12 à 13 mm à une distance de 100 mètres. Mais en réponse, les Allemands développèrent l'imposant fusil anti-char Tanngewehr M1918 de 13 mm, capable de percer 18 mm à 500 mètres et 26 mm à 100 mètres. Fort heureusement pour les équipages de chars, cette arme n'est arrivée que très tardivement, en mai 1918. L'autre grande amélioration en matière de sécurité est le déplacement du réservoir de carburant du compartiment de combat à l'extérieur entre les cornes arrière. Ça évite que l'équipage ne soit incinéré dès qu'un obus frappe le toit du char. Ça permet également d'avoir un réservoir plus grand, lui donnant une autonomie de 56 km contre 37 pour le Mark I. De plus, le réservoir est protégé par un second blindage incliné et l'alimentation du moteur se fait grâce à une pompe,
ce qui évite qu'elle ne s'arrête quand le char s'incline. Les Mark IV reçoivent également, enfin, un pot d'échappement de série. Dirigé vers le sol, il réduit grandement le bruit du char et dirige les fumées vers le bas, rendant l'approche un peu plus discrète. En revanche, Stern ne réussit pas à développer un nouveau moteur et une nouvelle transmission suffisamment vite, si bien qu'il est contraint d'équiper les Mark IV des mêmes que les chars précédents. Pour améliorer les chances de traverser le No Man's Land, les Mark IV sont équipés d'un original dispositif de désembourbement. Il s'agit d'une grande poutre en bois que l'on attache aux chenilles quand le char est enlisé, lui donnant ainsi un point d'appui. Si c'est simple et efficace, c'est également extrêmement dangereux. L'équipage doit sortir du char, généralement en plein combat, et donc sous le feu ennemi pour l'attacher. De plus, une fois la poutre fixée, le char ne peut aller qu'en ligne droite. Tourner endommagerait le train de roulement. Autre gros changement au niveau de l'armement. Les chars mâles sont toujours armés des mêmes canons de 57 mm, mais pour éviter qu'ils ne se prennent dans les barbelés et se plantent dans la terre, leur longueur est réduite de 2,28 m à 1,31 m. Ça n'eut pas d'incidence sur la portée utile, puisqu'ils avaient une portée bien trop grande comparée à ce qui était utilisable à partir d'un char. Rappelons que c'était à l'origine des canons de marine. Les casemates sont également bien plus compactes, ce qui réduit la largeur du char passant de 4,19 m à 3,89 m. Il peut ainsi se faufiler un peu plus facilement et réduit quelque peu les risques d'être touché. Mais l'intérêt principal est de faciliter le transport par le train. Les casemates pouvant également être repliées vers l'intérieur, ça évite les longues et pénibles opérations de démontage, remontage à chaque fois qu'on veut les déplacer sur de longues distances. Il est à noter que les deux casemates ne sont pas symétriques. Elles étaient conçues pour que le tireur du canon soit à gauche et que le chargeur approvisionne le canon par la droite. Les canons avaient un champ de tir de 100 degrés, mais seul le canon de gauche pouvait tirer devant. En revanche, les mitrailleuses Hotchkiss de 7,7 mm à refroidissement par air, 3 sur les mâles et 5 sur les femelles, sont remplacées par des mitrailleuses Lewis à refroidissement par eau. Le fait est que la Hotchkiss était alimentée par un chargeur rigide de seulement 14 cartouches. Ces longs chargeurs étaient très peu pratiques dans un environnement aussi confiné qu'un char, alors que la faible capacité en munitions faisait qu'ils se vidaient quasi instantanément. La mitrailleuse Lewis, elle, est alimentée par des chargeurs camembert, bien plus faciles à manipuler et moins encombrants, de 47 à 97 cartouches. Mais lors des premiers combats, il se révèle que le système de refroidissement est bien trop fragile et facilement endommagé par des projectiles. Sans refroidissement, les mitrailleuses n'ont qu'une durée de vie extrêmement courte. Les équipages insistèrent alors pour revenir aux Hotchkiss françaises, bien plus fiables, dès qu'une bande flexible de 50 cartouches fut mise au point. Le 24 avril 1918, lors du premier combat entre chars de l'histoire, entre un Mark IV mâle et 2 femelles contre un A7V allemand, il apparut que les femelles étaient totalement démunies dans ce genre de situation. Leurs mitrailleuses étant incapables d'endommager les chars allemands, ils ne pouvaient que fuir. Ainsi, il fut décidé de remplacer une des mitrailleuses de certaines femelles par un canon de 57 mm. Cette nouvelle version fut très logiquement appelée Hermaphrodite. À partir du Mark IV, on commence également à s'intéresser un minimum au confort de l'équipage. La disposition interne est mieux étudiée, des espaces de rangement sont ajoutés et le tableau de bord est plus lisible. On trouve également un réservoir d'eau potable permettant à l'équipage de s'hydrater, ce qui n'est clairement pas un luxe vu les conditions infernales à l'intérieur, ainsi que des rations de combat. Après l'apparition des Mark I, les Allemands avaient rapidement agrandi leurs tranchées, si bien qu'il fallait un char disposant de meilleures capacités de franchissement. Lors de la bataille de Cambrai fin 1917, les Mark IV transportaient des fascines qu'ils larguaient dans les tranchées pour faciliter le franchissement. Un système des plus rudimentaires, mais qui se montra efficace. On imagina également de simplement rallonger le train de roulement au niveau des cornes arrière, ce qui donna naissance au Mark IV Tadpole Tail. Ces tests menés fin 1917 et début 1918 sur terrain boueux confirmèrent que la capacité de franchissement était bien améliorée. Mais il se révéla que lors de contraintes de flexion, typiquement lors d'un passage dans le fond d'un cratère, l'effet de levier pliait le châssis. L'idée fut alors abandonnée.
Les ingénieurs se questionnèrent également sur la possibilité de créer des variantes de Mark IV pouvant répondre à des besoins spéciaux. On se pencha tout d'abord sur un problème apparu dès le premier combat des Mark I, le dépannage. En raison du poids extrêmement élevé de ces engins, seul un char peut en tirer un autre. Certains Mark IV furent alors désarmés et équipés d'un palan et d'un treuil. Il y eut également des expérimentations de chars radio ou équipés d'un mortier entre les cornes arrière. Le premier Mark IV fut livré en avril 1917 et au total 1015 exemplaires furent construits. 420 mâles, 595 femelles, ce qui en fait le char britannique le plus produit de la guerre. Le Mark IV fut utilisé pour la première fois lors de l'assaut sur la crête de Messine lors de l'offensive des Flandres du 7 au 14 juin 1917. Les 72 Mark IV avaient pour mission de soutenir l'avancée de l'infanterie vers la ligne Oost-Taverne. La bataille débuta par la détonation de 19 mines sous les positions allemandes, suivie d'un barrage roulant de 640 mètres dans la profondeur. Si le terrain est sec, il est fortement cratérisé, si bien que la plupart des chars se retrouvent à la traîne par rapport à l'infanterie. Mais plusieurs apportèrent une contribution importante, détruisant de nombreux nids de mitrailleuses et positions retranchées qui, sans eux, n'auraient pu être franchies par l'infanterie. Avec le soutien des chars, de l'aviation et de la cavalerie, l'infanterie britannique parvient à sécuriser la crête, prélude à l'importante troisième bataille d'Ypres. Dès le début de l'offensive, le 31 juillet 1917, les Mark IV soutiennent avec succès l'infanterie pour briser les défenses allemandes. Mais les chars doivent faire face à une météo anormalement pluvieuse. Des pluies torrentielles transformèrent rapidement le champ de bataille en un océan de boue et des cratères d'obus devinrent des pièges à chars. Si les officiers du Tank Corps tentèrent bien de s'opposer à l'emploi des chars sur un terrain aussi défavorable, le haut commandement n'écouta pas leur mise en garde, et ce qui devait arriver arriva. Le 27 août, le 2e Corps tenta une attaque combinée, mais nombre de chars s'enfoncèrent dans la boue ou devinrent inutilisables avant même d'avoir atteint la ligne de front. Quant à ceux qui s'enlisèrent durant l'attaque, ils devinrent des cibles faciles pour l'artillerie. L'attaque fut un échec. Devant cette situation, Haig ordonna l'arrêt des opérations jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent. Finalement, ils ne participèrent quasiment pas au reste de la bataille. Ce n'est qu'à partir de là que le commandement britannique se décida à prendre en compte les conditions de terrain lors de l'utilisation des chars. Ainsi, le 20 novembre 1917, les Anglais lancèrent, enfin sur un terrain favorable et plat, la première grande opération interarmes de l'histoire, avec 6 divisions d'infanterie appuyées par pas moins de 476 chars lors de la première bataille de Cambrai. L'utilisation massive de chars, la coordination avec l'infanterie et l'appui aérien rapproché firent que la première journée de l'opération fut un grand succès. L'imprenable ligne Hindenburg fut percée, avec des avancées allant jusqu'à 8 km, et en seulement 6 heures, les Alliés avaient plus avancé qu'en 3 mois de la 3e bataille d'Ypres. Certains rêvaient déjà d'une grande victoire. Mais suite à la mauvaise coordination entre les chars et l'infanterie, les blindés se retrouvèrent isolés et vulnérables face à des Allemands qui s'habituaient progressivement à les affronter. À ça s'ajoutent les toujours très nombreuses pannes mécaniques. Ainsi, sur les 476 chars réunis pour cette bataille, 180 étaient hors de combat après la première journée. Si seulement 65 avaient été détruits, 71 avaient subi des pannes mécaniques et 43 furent abandonnés. Le 2e jour, il ne reste ainsi qu'environ la moitié des chars et l'avancée fut très limitée. Finalement, le succès initial fut rapidement annulé par une puissante contre-attaque allemande. La bataille se termina par une impasse. Mais elle démontra qu'un grand nombre de chars pouvaient rapidement surmonter les systèmes de tranchées les plus sophistiqués, et que même les défenses les plus solides pouvaient être surmontées par une attaque surprise en utilisant la combinaison de l'infanterie, de l'artillerie, des chars et de l'aviation. Après la bataille de Cambrai, l'armée allemande récupéra et remit en service un certain nombre de Mark IV abandonnés sur le champ de bataille. Réarmés avec des armes russes et allemandes, ils formèrent 4 nouvelles compagnies blindées à partir de décembre 1917.
On notera que les Allemands les utilisaient avec un équipage de 12 hommes, contre 8 pour les Britanniques. Très paradoxalement, avec environ 40 Mark IV utilisés par les Allemands durant la guerre, c'est 2 fois plus que leur propre char A7V produit à seulement 20 exemplaires. Devant cette situation, le commandement britannique ordonna en juin 1918 de peindre des bandes rouges et blanches sur les cornes pour les distinguer des chars capturés par les Allemands. Le 24 avril 1918, les Allemands lancent une offensive sur Villers-Bretonneux pour pouvoir avancer sur Amiens, nœud logistique vital pour les Alliés. Pour cette action, les Allemands mobilisent la totalité de leurs chars A7V, soit une vingtaine, et 4 divisions d'infanterie. Ils prennent totalement par surprise les Britanniques et créent une brèche de presque 5 km de large dans la ligne alliée. Vers 8 heures, ignorant la présence de chars allemands, 3 Mark IV, 2 armées de mitrailleuses et 1 de canons sont envoyés pour défendre la deuxième ligne britannique. Après avoir traversé le bois Labbé, au milieu des gaz de l'artillerie allemande, ils tombent face à face avec l'A7V 561 qui avait également dévié trop au nord. Malgré un ratio de 3 contre 1, la situation n'est pas en faveur des Britanniques. Les 2 chars femelles, qui ne sont armés que de mitrailleuses, sont inutiles face au blindage du char allemand, et le seul char mâle n'a qu'un équipage de 4 hommes contre 8 habituellement, les autres ayant été gazés. Le 561, commandé par le lieutenant Biltz, touche une première fois le marque mâle du chef de bataillon, le sous-lieutenant Mitchell, avant de mettre en fuite les 2 marques femelles. Ces derniers sont rapidement endommagés par des balles perforantes des mitrailleuses allemandes, alors que leurs propres mitrailleuses ne font aucun dégât notable. Le marque de Mitchell et l'A7V 561 s'affrontent alors en duel. Le char de Mitchell tire sur l'A7V tout en se déplaçant pour éviter les tirs d'artillerie et le canon du char allemand, mais les tireurs ont toutes les peines du monde à viser en mouvement. Mitchell fait demi-tour pour se remettre en position de tir, et après avoir tiré tout en roulant une vingtaine d'obus dont 2 au but, il est touché une deuxième fois et s'arrête. Le 561 pense alors l'avoir définitivement neutralisé, mais le marque profite d'être à l'arrêt pour ajuster son tir et touche le char allemand à l'avant, neutralisant le canon et l'endommageant lourdement. Pendant ce temps, les 2 A7V qui accompagnaient le 561 le rejoignent enfin, mais s'enfuient dès le premier tir de Mitchell. L'infanterie allemande fait de même. Pris pour cible par l'artillerie et un avion, le char britannique est finalement touché par un tir de mortier qui endommage une de ses chenilles et est abandonné. Ainsi se termine le premier combat de chars de l'histoire. À cette époque, les évolutions étaient extrêmement rapides, si bien que les Britanniques avaient lancé la production du Mark V dès la fin de 1917. Les premiers exemplaires arrivèrent en France en mai 1918 et furent déployés pour la première fois en juillet, remplaçant progressivement les Mark IV. Lors de l'importante bataille d'Amiens en août 1918, sur les 450 chars britanniques engagés, 150 étaient encore des Mark IV. Par la suite, quelques-uns furent utilisés occasionnellement dans des rôles secondaires ou pour renforcer les unités de Mark V jusqu'à la fin de la guerre en novembre 1918. Durant la guerre, diverses nations, comme les États-Unis et le Japon, ont acheté des Mark IV pour évaluation et l'entraînement. Mais la conception même des marques fit qu'ils étaient devenus inutiles dès la fin de la guerre des tranchées. Comme les Britanniques avaient un important surplus après la guerre, ils en donnèrent un certain nombre. Ainsi, un petit nombre fut envoyé en Russie pendant la guerre civile où ils ont été utilisés par les forces britanniques et leurs alliés. Certains ont été capturés par les bolcheviks et intégrés à l'armée rouge. S'ils n'eurent qu'un rôle anecdotique, cela marque les débuts des blindés russes. La Pologne acquit également 6 Mark IV qui ont brièvement servi dans l'armée polonaise pendant les conflits locaux, comme la guerre contre la Russie soviétique, mais leur rôle fut également très secondaire en raison de leur faible nombre. De façon extrêmement surprenante, le dernier Mark IV en service actif connu fut dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Le Mark IV Excellent servait normalement de pièce commémorative à l'école d'artillerie navale HMS Excellent à Portsmouth. Il a cependant été restauré pour redevenir opérationnel. S'il a fait plusieurs sorties en ville, finalement, et fort heureusement pour son équipage, il ne combattit pas et fut retiré du service actif en 1942.
Il est exposé au musée des blindés de Bovington depuis 1971. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.